Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle édition de Vue d'ici. Aujourd'hui, on vous propose de mieux comprendre le travail de rue et la réalité qui se vit sur le terrain avec deux intervenants qui œuvrent dans le domaine dans Lanaudière. Et en seconde partie d'émission, on accueille l'artiste canado-haïtien Richie J, originaire de Terrebonne, dont la carrière a pris un virage marquant ces derniers mois. Chers auditeurs et auditrices, restez avec nous car ça commence maintenant. Dans Lanaudière, l'itinérance est un enjeu social important. De 2018 à 2022, le phénomène a connu une croissance de 35 % et la situation ne s'est pas améliorée depuis. Pour nous en parler, nous accueillons les travailleurs de rue Pierre-Luc Nantel et Debbie Archibald, qui œuvrent dans notre région. Donc, bonsoir à vous deux et merci beaucoup de votre présence à notre émission ce soir. Travailleurs de rue, qu'est-ce que c'est un travailleur de rue? Expliquez-nous ça. C'est l'accompagnement, c'est le sans-jugement, l'aide pour le monde qui a besoin de l'aide. La pauvreté, c'est peut être l'itinérance, mais je peux dire le pourcentage de l'itinérance, c'est pas gros, là. C'est plus la prévention, l'accompagnement. Mais tu sais, souvent, le travail de rue va être associé à l'itinérance. Tu sais. Oui. Ah, travailleur de rue, tu dois être souvent avec des itinérants, mais c'est pas juste ça. On va être... oui, on en a des itinérants, mais pour être franc avec vous, là, les itinérants, c'est eux qui nous appellent le moins. C'est les gens les plus débrouillards que je connaisse. Ils trouvent toutes les manières nécessaires pour assouvir leurs désirs, leurs besoins. Moi, dans l'introduction, je parlais d'itinérance, mais vous n'œuvrez pas tant que ça, finalement, avec les itinérants, là. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'on visite les campements. Vous voyez, ils sont là, oui. On est là, puis on est présent sur le terrain pour eux, pour les accompagner dans peu importe la situation. Mais en général, on peut autant accompagner une femme qui a été victime de violence conjugale que là, elle doit se trouver un nouveau logement. Elle ne sait pas vers qui se retourner. Elle va appeler les travailleurs de rue. Debbie, c'est la queen pour ce genre de situation-là. Si vous cherchez un logement, appelez Debbie. Elle est très bonne là-dedans, mais c'est vraiment toutes les situations. Donc, c'est des gens qui sont désemparés face au système puis qui sont déconnectés d'un réseau ou du réseau. Donc, vous êtes... C'est ça un peu la référence? Un peu les gens qui sont comme mis en marge un peu, tu sais, que sont... premièrement, des personnes qui ne sont pas rejointes par les organismes ou n'importe quoi, ou qui ont peur de faire le pas. Nous, on peut les aider à... OK, gars, je ne vais pas tout faire à ta place, mais je vais t'accompagner dans ta démarche. Fait que nous autres, on est des accompagnateurs, écouteurs... attentifs auprès d'eux. Attentifs, exactement. Un peu des intervenants tout ce qui... Oui, tout ce qui reste. Oui. On n'est pas spécialiste en une chose, mais on connaît beaucoup des organismes, beaucoup de références, beaucoup de ressources qu'on peut mettre les autres en contact avec. Oui, exact. Puis, comment vous les approchez, ces gens-là? Parce que pour les trouver, première chose, comment vous les détectez? Puis... C'est eux qui appellent nous. Nous autres, c'est toujours volontaire. C'est la personne qui a besoin de contact nous. Si quelqu'un m'a appelé puis ma soeur a besoin de votre aide, bien, donne-moi mon numéro à ta soeur, puis si elle m'a appelé... OK, donc c'est toujours du référencement Exactement. direct. La personne doit s'adresser à vous. Là. C'est sûr et certain qu'on est quand même connus, puis on laisse nos cartes dans des organismes communautaires où on visite des endroits. Puis on s'arrange aussi en tant que travailleur de rue pour aller dans des places susceptibles d'avoir besoin de notre aide. Quand on se tient dans un parc en particulier, mais les gens veulent pas, ils se questionnent, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, eux autres. Oui, c'est ça. OK. Puis ils viennent nous voir, puis de fil en aiguille... C'est difficile de catégoriser les gens, pas les catégoriser, l'expression mal choisie, mais quel type de personnes vous rencontrez? Là? Tantôt, tu parlais de femmes, d'hommes. Est-ce qu'il y a des proportions? Est-ce qu'il y a des... Ça dépend où. On va dans les écoles, on va à l'hôpital, on va partout, on va dans le CGE. Ça dépend où. À l'hôpital, moi, je vais souvent avec mon chien, que c'est le meilleur contact. Je pense qu'on va être clippé pendant l'émission, ça va être clippé. C'est... Yuki? Ouais. Oui, Yuki.
C'est dans les écoles. On promène dans les écoles. Ça peut être une école pour les adultes, puis ça peut être une école de secondaire. Ça dépend quel genre de personne est là. Ça change tout le contact. Ouais. OK, donc ça peut être n'importe qui, dans le fond. Là. Mais Oui. on peut être en lien avec, mettons, une personne âgée Oui. qui vit beaucoup de solitude, qui est toujours tout seul, qui n'a pas de famille. Puis nous, une fois par semaine ou deux, on s'en va chez eux, on jase avec. Donc, c'est pas, quand on parle de travail de rue, ça n'a pas nécessairement d'être nécessairement dans la rue. Non, c'est ça. On est partout. On est partout. Partout, de partout, venir aider les gens où ils en ont... Exactement. C'est un peu des pompiers du cœur, un peu. Pompiers du cœur. Non, mais façon de parler, mais des de référence, là. Oui, c'est ça. Mais on essaie d'accompagner, peu importe ta situation. C'est sûr, si tu as besoin de nous puis tu veux de nous dans ta vie, on va être là à 100% avec toi puis on va t'aider. Puis comment ça a évolué? Donc, vous, ça fait quand même plusieurs années que vous êtes dans le domaine. Ben, toi aussi, ça fait quand même un petit bout plusieurs aussi, années. ouais. Comment ça a évolué au niveau de la quantité de gens qui ont besoin d'aide, puis de la clientèle ou des liens? Pas dire le mot clientèle, on va y revenir. Des liens, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Comment ça a évolué? Moi, je peux dire que le monde qui sont sans domicile fixe, je peux dire, parce que beaucoup de monde pense que itinérance, c'est quelqu'un, un monsieur qui demande pour l'argent. C'est pas le cas. On est l'itinérance cachée. Des couchsurfing, on est le monde qui allait en place, un hébergement, une thérapie, on est plein de choses différentes. Mais c'est... Vas-y. OK, mais dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est ça, tu sais, on a souvent... c'est sûr que la crise du logement, en ce moment, Ouais. fait en sorte que on a de plus en plus de personnes à aider. Parce que les gens, premièrement, quand tu as un loyer de 1300-1400$ par mois à payer, puis que tu fais 2400$ par mois, il faut que tu payes ton électricité, il faut que tu payes ton épicerie. Mettons que tu es un papa monoparental, tu as tes enfants. Tu sais, tu peux pas faire d'activité factures arrivent plus vite que les Exactement. revenus, là. Fait que c'est pour ça que, justement, il y a beaucoup plus de couchsurfing, comme on dit, où comme le gars, il arrive pas, ou la femme arrive pas, fait qu'elle va aller coucher chez sa mère. Elle va aller coucher chez sa sœur 3-4 jours. Puis là, à un moment donné, sa sœur elle est tannée. Là. Elle dit « Je t'aime bien, la sœur », mais elle dit « fatiguée ». Fait qu'elle s'en va chez un ami. Fait que ça, c'est de l'itinérance. Parce que de l'itinérance, c'est sans domicile fixe. Fait que ces personnes-là, ils n'ont pas de domicile. Ils ne savent pas où s'en aller. Donc, il y a du fait que cette problématique de logement, de incroyable. manque de logements sociaux aussi, puis de manque de ressources. Exact. Donc, c'est ça qui fait en sorte que vous êtes interpellé. Là, Puis le prix de la nourriture aussi. Oui. Oui, c'est vrai, l'inflation. L'inflation, tout ça a fait en sorte... Tu sais, l'après-COVID, là, ça a été une catastrophe, pour vrai, pour la rue. Ça a été... tu sais, déjà, souvent, il y avait des gens qui avaient de peine à arriver avant. Là, aujourd'hui, Ça savent frappe, plus quoi faire. il frappe le mur là, Ouais. auquel ils sont confrontés. Pierre-Luc, tu parles souvent, dans la pré-entrevue, tu parlais de... Il y a eu une boutade tantôt. On ne parle pas de client, on parle de lien. De lien, Peux-tu ouais. nous expliquer un petit peu cette philosophie? Ben, moi, je pense qu'un client, c'est quelqu'un qui va s'acheter du pain au Walmart. Ça, c'est un client. C'est sûr que dans le réseau de la santé, ils vont dire souvent le mot client, mais moi, je trouve que le mot lien, c'est plus personnel. C'est pas de transactionnel. Exactement. Tu sais, nous, on ne fait pas ça pour de l'argent. Là. Ben, tu sais, oui, on a un salaire, on est rémunéré. C'est vrai. Mais, tu sais, c'est plus personnel. C'est plus... Je pense que la personne se sent plus... Comment je vais dire? Écoutez... Tu sais, quand je dis à toi, t'es mon près. client. Hein? Non. T'es pas mon client. Je suis pas agent d'immeuble, moi, là. Je comprends. Fait que c'est ça. Tu sais, moi, je pense que le lien fait en sorte que la proximité est plus là. On est très proche de nos liens. Ce qui fait, justement, qu'ils se sentent bien, puis à l'aise, puis capables. On est un lien de confiance s'exprimer. avec Ouais. eux, que Exact. c'est bâti. Ça prend des fois... Moi, j'ai eu des liens que ça m'a pris 6 mois avant de faire confiance en moi. Avant, c'était des jeunes. Nos jeunes. Mais ça rendu, c'est plus des C'est jeunes. plus que des Non. Non, j'en ai des liens qui sont plus 80, 76. Oui. Fait que votre mission de raccrocher ces gens-là, c'est une mission qui est essentielle en société, là. Oui, mais c'est une mission très difficile parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, ça, je pense que c'est le syndrome du nouveau travailleur de rue. Je pense qu'on a... Tu sais, veux pas, si on fait ce travail-là, c'est parce qu'on aime profondément l'être humain. Puis qu'on croit aux gens, puis on croit qu'on peut faire une différence. Tu sais. C'est sûr et certain,
des fois, nous autres, je pense qu'on veut plus qu'eux-mêmes, tu sais. OK. Fait que nous, on va se démener comme des diables. Des diables, puis finalement, en bout de ligne, c'est pas nécessairement ça qu'il avait besoin. Il avait juste besoin que tu sois là. Oui. Puis ça a un impact majeur, votre rôle, parce que c'est reconnu que les gens qui sont en difficulté consomment beaucoup de services. Oui. Alors que vous êtes capable de les raccrocher à des bons services qui vont leur permettre de se réaliser, s'installer dans un appartement, éventuellement trouver un emploi. Bon, tu sais, c'est un cercle vicieux, hein, de cette situation-là. Mais, exactement, c'est un cercle vicieux, mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que des fois, en cours de chemin, on pense qu'on a fait un bon bout de chemin avec quelqu'un, puis dernière minute, mais si la personne décide de tout lâcher, nous autres, ça a beau nous déranger parce qu'on dit tabarnouche, avec tous les efforts Oui, je comprends. qu'on a fait avec toi. Puis dans le fond, moi, je voulais te parler de cercle vicieux, c'est dans le sens que si on les sort pas, ils restent là. Donc, dans le fond, vous leur permettez de sortir de cette problématique-là, là, petit à petit. Est-ce qu'il y a des risques pour vous, personnellement? Parce que c'est émotionnellement, est-ce que vous trouvez ça... Est-ce qu'il y a des moments où vous trouvez ça plus difficile? Vas-y, je te laisse aller. Moi, j'ai eu cette question souvent, en cause de je femme, je pas. Non, je peux dire que moi, quand tu es devant quelqu'un qui sache que tu veux l'aider, tu n'as aucun risque. Le seul temps qu'on prend des risques, c'est si quelqu'un est en psychose. OK. Mais je peux dire que c'est vraiment pas souvent. Normalement, tu es capable de dire « Oh, tu vas pas bien aujourd'hui, on va partir ». Moi, personnellement, je n'ai jamais eu un moment que j'ai senti vraiment en danger. Menacé, oui. Mais ça reste que, tu sais, si on sait que, mettons, parce qu'on est trois dans notre secteur, puis Cody, c'est un de nos partners. Ouais. Si jamais il arrive quelque chose, puis Debbie, elle s'en va à une nouvelle rencontre d'une personne qu'elle ne connaît pas, vous n'avez pas à vous inquiéter, Cody puis moi, on va être en face de la maison avec nos 2 autos, puis s'il y a quoi que ce soit, on va venir intervenir sans problème. Fait qu'elle n'a pas à se sentir là-dessus, mais moi, je pense que le plus grand danger dans notre travail, c'est la santé mentale pour nous. Je comprends. Puis, si vous avez un message, on est dans la dernière minute de l'entrevue à peu près, est-ce que vous avez un message à des gens qui vous voient à la télévision ou des proches de gens qui sont en difficulté, en précarité, qu'est-ce que vous auriez comme message à leur passer à ces gens-là? Fait que, probablement, personne n'est seul. Il y a tout le temps, on peut toujours trouver, tu sais, dans une bonne portion des villes, municipalités ont le service de travail de rue. Ouais. Juste vous informer, s'il y a du travail de rue dans votre région, c'est pas compliqué. Vous marquez travailleur de rue. Si vous êtes à Montréal, vous marquez travailleur de rue. N'importe quoi, vous le marquez, puis ça va vous donner... Ils vont vous donner les noms des travailleurs de rue. Juste appeler. Puis pour vrai, on est du monde accueillant. Chaleureux. Oui, chaleureux. Parce que c'est un métier qui est quand même pas évident pour le commun des mortels. Hein? C'est un métier qui sort des sentiers battus. C'est pas un métier non plus qui existe depuis 50 ans. Là. Il y avait de l'aide qui venait des sœurs et tout ça dans le passé, mais des gens qui vont dans la rue pour aller aider les gens, quelque chose de moins fréquent. Donc, le message, c'est soyez attentifs à votre environnement, de voir les gens qui peuvent être en difficulté, puis d'utiliser vos ressources pour tirer le meilleur de vos services. Là. Puis, mais comme on dit justement avec Debbie, c'est faut que la personne concernés prennent les devants et nous téléphonent. Tu sais, si, admettons, tu sais que ton frère est en détresse, tu peux parler du travail de rue à ton frère, mais c'est ton frère, il faut qu'il téléphone, pas toi à sa place. Il faut faire le mouvement. Il faut que ça soit volontaire. Tu sais. Écoutez, je vous remercie tous les deux. Ça fait plaisir. De votre présence parmi nous, nous avoir permis de se familiariser un peu à ce qu'est le travail de rue, puis de familiariser aussi les gens par rapport à votre rôle, puis de ne pas hésiter à l'utiliser. Puis je vous remercie d'aider ces gens-là qui sont en difficulté, qui sont souvent invisibles pour les gens, puis souvent dissimulés, on ne les voit pas. Donc, vous changez des vies pour le mieux, puis je vous en félicite. Merci. Donc, après la pause, on rencontre Richie J, un artiste de cœur dont la démarche artistique repose sur la joie, l'amour, la fête et le voyage. Et ça lui réussit assez bien. Restez avec nous.
Ses écoutes sur Spotify ont connu une hausse spectaculaire, passant de 24 000 à plus de 260 000 auditeurs mensuels, à la suite de l'intégration de 2 de ses chansons dans la série de l'heure Heated Rivalry, rivalité passionnée en français, et qui est diffusée sur la plateforme Crave. Nous avons le plaisir d'accueillir en studio M. Richie J. Bonsoir, Richie. Bonsoir. Comment Bienvenue à Ville d'ici. ça va? Je suis content d'être ici. Oui, ça me fait plaisir de te recevoir. Un résident de Terrebonne. Oui. Qui fait part de toi, qui fait parler de lui actuellement. Dans quelle région tu as grandi, toi? Bon, Moi, je suis né en Haïti, à Port-au-Prince. Je suis né à Port-au-Prince, en Haïti. Après, j'ai quitté Haïti vers 2003, en 2004, pour aller migrer vers la République dominicaine. De là, après, de la République dominicaine, je suis venu à Montréal après le séisme, en 2011. Voilà, et depuis, je dis à Montréal, mais au Canada. Oui. Au Québec. Donc, c'est ça. Donc, depuis, voilà, et c'est ça, depuis, j'habite ici, et donc, je peux dire, ça fait comme environ de 2011 à aujourd'hui, ça fait 15 ans. Oui. Voilà, 15 ans. Un vrai 15 ans. Québécois? Déjà. Un Québécois. Exactement. Et donc, la chanson, comment c'est arrivé, la chanson? C'est venu très jeune, je crois. La musique a commencé très jeune, pour vrai, et c'était pas quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Et moi, avant, je jouais au soccer. Je voulais être un joueur de soccer reconnu. mais en fait, je chantais à l'église avec ma mère, ma grand-mère. On faisait ça, c'était, comme on doit dire, pour la gloire de Dieu. On chantait pour l'église, voilà. Et du coup, j'ai commencé le rap créole, avec des amis du quartier. Et c'est de là que, avec mes amis, je commençais à chanter. Je faisais les refrains pour eux autres. Et avec mon petit frère, on a formé le groupe 2BJ. C'est là je commence vraiment à chanter. Là-bas, en migrant vers la République dominicaine, surtout. Et c'est de là, et voilà. Et puis la musique, je voulais pas vraiment faire une carrière, comme je disais souvent. c'était pas dans Mais c'est le arrivé. rétroviseur à ce moment-là? Non, pas du tout, OK. Pour moi, c'est arrivé. C'est arrivé où que, voilà, je sortais une chanson, ma première chanson, que j'avais sortie avec mes amis, commençait à passer à la radio. Ça passait à la radio, et les gens ont aimé. On nous a invités à aller performer à la télé et tout. Et de là, voilà, j'aime ça. Donc, tu avais une notoriété déjà en Haïti, là, en République dominicaine, là, qui s'est Et développée je dirais pas, parce qu'en fait, j'étais quand même, déjà qu'ils me connaissaient, ils disaient, oui, je te connaissais. Mais je n'étais pas encore grand, connu. Non, mais je parle de... Donc, Mais quand même, oui, on avait commencé. Et bon, je pense que c'est ça aussi qui m'a poussé vers ce chemin-là, parce qu'en fait, en sortant ta première chanson, et de là, ça rentre déjà à la radio. Pour toi, c'est comme, ouais, je peux donc, faire ça. il y a une espèce d'histoire à succès puis de valorisation aussi Exactement. qui s'inscrit à travers C'est ça. Là, Probablement, si ma première chanson était comme ça a passé inaperçu, probablement, je n'étais pas pour continuer. Donc, c'est vraiment ce moment-là qui a été... Oui. Et quand tu es arrivé au Québec, est-ce que c'est venu tout naturellement? Est-ce que la quand musique, tu es arrivé, comment ça s'est passé? Mais en arrivant ici, je recommençais à faire la musique, pas mal avec... je retournais dans le rap créole, mais finalement, il y avait un site qui s'appelle Kisaki Hip Hop. C'était une plateforme qui était vraiment là pour le rap créole. Mettre en valeur, c'est... Ça n'a pas trop marché. Et je me rappelle mon ami, je ne l'oublierai jamais, je le mentionne souvent. Il m'avait dit, c'est Peterson, il m'avait dit, je sais que tu sais chanter, il faut qu'on fasse une chanson ensemble. À chaque fois, je dis, on verra. Puis on s'est croisés en studio ensemble, une journée. Il me disait, voilà, on va faire la chanson aujourd'hui. Et cette chanson, pour vrai, ça a été la chanson que je chantais. C'était un zouk compas, un style caraïbe et tout. Et de là, pour vrai, cette chanson-là a eu... mais les codes d'écoute ont monté plus que mes autres chansons. OK, c'est ça. Et de là, je me suis dit, OK, je vais me lancer sur cette Est-ce que tu voie-là. te consacres à ce moment-là, tu consacrais exclusivement à ça? Tu avais un emploi en Moi, parallèle? j'étudiais en marketing. OK. J'étudiais en marketing et vente, donc je travaillais comme pour Bell et Vidéotron. Différentes entreprises. Voilà. Là. Donc, c'était comme un passe-temps sérieux, là, quand même. Oui, pour moi, c'était une passe-temps, c'était mon moment de détente. Moi, je pense que la musique, j'ai commencé à prendre ça au sérieux, c'était en 2016-2017. Est-ce que c'est là qu'est arrivée la transformation des moments difficiles avec ton père, ou c'est arrivé un peu avant? Après? Non, mon père est décédé en 2019. C'était après la sortie de mon album où que je disais, parce qu'en fait, j'ai sorti mon premier CD en 2015. Après, en 2016, j'ai sorti un autre projet. Puis en 2019, c'est là où j'ai rentré en studio en me disant que je vais travailler un album.
Et j'ai travaillé un album Caribbean Soul. L'album, pour vrai, j'étais allé en Haïti, en République dominicaine, aux États-Unis. Je faisais des tournées médiatiques, j'attendais pour la sortie. Puis l'album, je l'ai sorti, je me rappelle, c'était le 4 octobre, dans ce coin-là. Dans ce coin-là, oui. Puis je me rappelle, j'ai sorti l'album, puis voilà, c'était bien. Et le 11, mon père est décédé. Le 11 octobre, mon père est décédé. J'ai eu le décès de mon père. Alors voilà, ça m'a frappé, hein? Ça m'a frappé. Et du coup, 2020, la pandémie est arrivée. La fameuse pandémie. Alors ce projet-là vraiment passé inaperçu. Mais j'ai pas lâché. En 2022, j'ai dû sortir mon autre album, qui c'est Le Temps. Cet album-là aussi, qui est un album fort aussi. J'ai eu le décès de mon petit frère aussi, en 2020. Oui, OK. Donc vraiment, cet album Le Temps, c'est un album avec qui je me guérissais. Tout se passe avec le temps, donc il fallait le temps. Et... Donc la musique t'a servi de Vraiment. De thérapie un peu pour être capable d'exprimer ces sentiments qui te touchaient. Puis, on parle beaucoup de joie de vivre, hein, dans mon introduction, on parlait de ça. Puis pour avoir écouté, j'allais sur ton site Internet, j'allais écouter plusieurs chansons, certaines qui sont la plupart en créole, hein, d'ailleurs, qui sont en créole, avec les musiques des Caraïbes. Hein, on a beaucoup de voyageurs, sûrement parmi nos téléspectateurs. Cette joie de vivre-là, comment tu l'exprimes à travers la chanson et la musique? En fait, tout comme même exemple la chanson que j'ai écrite pour mon petit frère décédé, si quelqu'un va l'écouter, vous allez danser. Mais les paroles, c'est triste. Comme exemple, adios. Adios, comment je le dis, adios qui est adieu. Et voilà, c'est le rythme. Comme exemple, moi, s'il y a un artiste qui m'inspire beaucoup, c'est Stromae. Oui. Avec Papa Outé, qui est vraiment une chanson vraiment très triste. Alors, on danse. Voilà, moi, j'aime écrire comme lui. Donc, avec des sujets, comme exemple, j'avais écrit Vida Loca, Vas-y Molo. C'est vraiment des textes qui touchent. Mais quand vous l'écoutez, j'aime ça dans le Sud. Je vois la fête et tout. Moi, j'aime ça. Je me dis, écoute, dansez votre douleur, dansez votre peine. Vas-y, souris à la vie. Et puis, ça t'inspire depuis le début de ta carrière, je pense. Mais j'ai commencé, en fait, c'était... L'idée de base, au début, c'était pour faire danser les gens. C'était aller danser, on va danser. C'était ça, l'idée de base avant. Et du coup, après, mais dans les textes, je commence à m'approfondir dans les textes. Donc, c'est de là qui vient la joie de vivre, aussi les textes qui viennent avec. Est-ce que tu as étudié en musique, à quelque part, dans tout ça? Parce que En fait, j'ai pris une petite formation quand j'étais en République dominicaine. J'ai appris à jouer la guitare. Quelques notes solfège, mais je peux pas dire j'étais là. C'était une formation de 6 mois, 1 an. Ouais. C'était pas la grosse affaire. Oui, tu n'es pas allé au bout. Exactement, mais quand même. Mais quand même, tu as une base quand même qui te permet de produire une musique qui reste cohérente par rapport à ce qui doit être. Puis ton auditoire, c'est quand même une musique qui est non traditionnelle, disons, pour les Québécois de souche, disons. Là. Comment c'est reçu par la population? Et moi, je peux dire que les Québécois adorent beaucoup mes chansons, hein, parce qu'en fait, pour eux, comme ils me disent souvent, ça me fait sentir dans le Sud. C'est comme si je rapporte le Sud ici. Mais bien, je rapporte le soleil, exemple. La chaleur, le soleil, la joie de vivre. Pour moi, il faut danser, il faut bouger, il faut oublier nos peines, nos douleurs. Parce qu'en fait, moi, c'est l'été en hiver. Moi, c'est ça, mes soirées, c'est l'été en hiver. Peu importe, il fait froid dehors. Mais puis de ce temps-là, on a vraiment beaucoup besoin de l'été en hiver. Toujours. Tu as eu une explosion vraiment phénoménale avec la série... le terme en français, là, Rivalité passionnée, Heated Rivalry. Oui. Comment tu vis ça, soudainement, ce succès en fait, de reconnaissance? Pour vrai, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur Instagram en me disant « Ah, félicitations, j'ai entendu ta chanson dans une série, sur HBO. » Et moi, j'étais comme, c'est sûr, c'est pas moi, là, j'ai pas de chanson sur HBO. Moi, je sais que j'ai pas de chanson sur HBO. Alors, du coup, c'est passé une semaine. Après, Crave m'a écrit. Crave m'a envoyé un courriel pour me dire, on a rajouté votre chanson sur notre playlist.
Et moi, j'étais comme, depuis quand on écrit quelqu'un pour leur dire qu'on rajoute leur chanson sur leur playlist? Parce que si moi, je fais une playlist, je rajoute une chanson, je ne vais pas nécessairement appeler l'artiste pour lui dire je les mets sur une playlist. Oui, je comprends. Et quand j'étais allé voir, c'était playlist, c'était With Ray. Mais moi, j'ai pas compris. J'étais comme, c'est quoi ça? Puis j'ai tapé, c'est quoi? Après, c'était écrit, c'est une nouvelle série canadienne et tout. C'est la folie C'est une série canadienne. mondiale, là, cette Et histoire-là. moi, quand je l'ai reçu, c'était OK. On avait comme, je sais pas, j'avais vu, il y avait 9000 auditeurs, sauvegarde dans leur playlist. C'était OK. Je sais pas. Après une semaine, ça a monté, la playlist a monté à 100 000. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Après, ça pop up partout. Mais Code d'écoute, qui était à 24 000 auditeurs mensuels, écoute, 260 000, tu m'as dit tantôt, là? oui. Ce matin, j'ai vu 260 000. Et je me rappelle, il y a 1 ou 2 semaines de cela, j'étais à 160 000. Et je viens d'avoir 100 000 personnes de plus. C'est une belle reconnaissance pour les années de travail que tu as investi à travers ça. Puis c'est un beau coup du sort de ton côté. Il nous reste à peu près 2 minutes. Oui. Donc, tu as un album qui s'en vient prochainement. L'album, Recto Verso. Recto Verso 2. J'avais le premier, Recto Verso. Et là, je suis en train de travailler le deuxième. Le deuxième. Donc, c'est un Ça lancement vient. qui va avoir lieu en... J'avais prévu février pour le mois de l'histoire des Noirs. Mais quand on est comme un peu pris, serré. mais ça va être début du mois de mars. Début du mois de mars. Début du mois de mars. On avait dit le 3 mars, mais je ne veux pas confirmer 100%, mais probablement début du mois de mars. On va le sortir. Donc, ça va être Recto Verso 2. Il va y avoir vraiment pas mal des bons morceaux comme En dedans, qui est dans cette série, va être dessus. Et aussi beaucoup de très belles chansons, encore dans le même environnement. La musique, la danse, la joie de vivre, pour mettre la joie dans le cœur du monde. Puis tu seras au Moulinet le 18 avril prochain. Donc au Moulinet de Terrebonne. Oui, Moulinet de donc, tu vas Terrebonne, venir te 18 avril. produire. Donc, il va y avoir l'album. Et puis, souvent, tu vas en profiter pour présenter. Exactement. Aussi, les gens désirent se plonger un peu dans la chaleur des Antilles. On pourrait, à ce moment-là, aller te rencontrer. Salut. Donc, merci beaucoup Merci à toi aussi. de ta visite. J'invite les gens qui veulent en savoir un peu plus sur ta carrière et tes chansons à se rendre sur ton site Internet. Oui. Donc, qui est facilement trouvable sur Internet. On suit aussi tes créations sur Spotify et plusieurs autres plateformes. Exact. Donc, merci beaucoup de ta visite. Merci à vous aussi. Donc, je vous remercie beaucoup, chers auditeurs et auditrices, de votre participation. J'espère que cette émission vous a plu. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine.